Bonjour à tous et bienvenue une nouvelle fois au CX Circle. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui pendant cette table ronde? On va parler d'intelligence artificielle. C'est un sujet qui a déjà commencé à être balisé un petit peu par John avec les super annonces qu'il nous a fait ce matin, qui a été introduit par Geoffrey, et probablement un sujet dont on va continuer à parler beaucoup aujourd'hui. L'intelligence artificielle, ça fait maintenant 3 ans qu'on en entend parler quasiment tous les jours. On voit à quel point ça impacte nos entreprises, on voit à quel point ça a déjà commencé à impacter nos vies personnelles. Pour en parler un petit peu plus en détail aujourd'hui, on a le plaisir, on a l'honneur d'accueillir 3 professionnels de l'IA qui vont nous permettre de poser un regard peut-être un peu plus pragmatique et un peu plus concret sur ce qu'on peut réellement faire, ce qu'on ne peut pas faire, ce qu'on pourra faire et les risques associés. Donc, avec nous aujourd'hui, nous avons Béatrice Dotzenberg, directrice Global Beauty Tech Services, très joli titre, qui a pour objectif d'offrir une beauté personnalisée, inclusive et durable pour vos consommateurs. C'est ça? Super. Philippe Lamantour, Chief Technology and Cyber Security Officer chez Microsoft, qui est aussi représentant de Microsoft pour les grandes institutions et pour les gouvernements. Merci beaucoup Philippe d'être là aujourd'hui avec nous. Et on a Hugo Mercier. Alors Hugo, c'est le génie français dans toute sa splendeur. Donc nous avons Hugo, diplômé de Polytechnique et Berkeley, serial entrepreneur qui avait déjà créé un bandeau de sommeil à l'intersection des neurosciences et de l'intelligence artificielle il y a déjà quelques années, et qui, il y a 1 an et demi, a lancé une nouvelle entreprise qui s'appelle Twin, dont tu vas nous parler un petit peu plus aujourd'hui. Salut. Salut. Alors si vous voulez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Béatrice, la première question s'adresse à toi. Est-ce que tu peux nous parler concrètement, s'il te plaît, de la façon dont l'intelligence artificielle nourrit vos produits, nourrit vos roadmaps et amène de la valeur à vos clients? Voilà, donc en fait, on va parler de Beauty Tech chez L'Oréal, qui évidemment comprend l'IA générative et beaucoup d'autres technologies, une plateforme de data aussi. On a vu ce matin l'importance des data pour avoir des beaux modèles IA. Donc chez L'Oréal, ça a commencé en fait en 2010, ce voyage, cette transformation digitale, avec l'accélération du e-commerce, avec les réseaux sociaux, avec la précision dans la publicité. Et en 2018, il y a eu un moment très fort pour L'Oréal avec le lancement du programme Beauty Tech et le rachat d'une start-up au Canada qui s'appelle Modiface. Donc imaginez une équipe de 50 chercheurs en intelligence artificielle, en computer vision, en sciences de la couleur. Et en fait, ils ont aussi des très grandes compétences en intelligence artificielle qui nous servent beaucoup aujourd'hui. C'était un moment fort pour le groupe L'Oréal. Le groupe L'Oréal, vous le connaissez, on est leader mondial de la beauté. Et on a racheté historiquement beaucoup de marques de cosmétiques que vous connaissez aujourd'hui comme Lancôme, Yves Saint Laurent, Garnier. Et le rachat de cette start-up technologique, c'était vraiment un moment fort parce que chez L'Oréal, on est convaincu qu'on a besoin donc de technologie pour offrir la beauté ultra personnalisée pour chacun et pour chacune, une beauté qui est plus inclusive, qui est plus responsable. Et en fait, depuis 2018, on a beaucoup appris, on a beaucoup travaillé. Et l'an dernier, c'était plus de 100 millions de services Beauty Tech des consommateurs dans le monde entier. Donc ces services sont déployés aujourd'hui sous toutes nos marques. Et je vais vous parler un peu plus tard de comment l'intelligence artificielle générative transforme un peu tout ça. Fascinant. Merci beaucoup. Philippe, vous aussi, j'imagine, Microsoft, vous êtes à l'avant-poste de ce qui se fait de mieux en intelligence artificielle. Vous avez aussi un lien de proximité avec les entreprises qui est indéniable. Quelles sont les solutions aujourd'hui que Microsoft propose pour accompagner la transformation des entreprises et comment vous y prenez pour être sûr que ça prenne en interne? Alors d'abord, on a mis effectivement de l'IA et l'IA générative dans tous nos produits, tous nos processus. Donc on est en pleine transformation. Satya Nadella, notre PDG, dit on n'est plus une AI company, on est une copilot company. Donc on est en train de vivre une transformation assez radicale. Les interfaces telles que vous les avez connues pour ma part depuis quelques décennies vont disparaître telles qu'on les connaît. Donc on est dans une phase intermédiaire qui est copilote, où j'ai les applications existantes, on a fait beaucoup d'investissements dessus, et une petite interface en langage conversationnel qui s'appelle copilote qui vient progressivement remplacer ce qui est complexe aujourd'hui, faire des clics, des doubles clics, des triples clics, savoir dans quel menu, sous-menu aller. Ça va disparaître pour simplifier l'expérience client. Donc ça, c'est dans tous les produits.
Et on est Customer Zero, donc on a depuis le début déployé massivement ces solutions aussi en interne. Donc on commence à voir maintenant les retours. Donc si je prends les populations commerciales, on a vraiment un groupe dans les populations commerciales de personnes qui ont pris ces solutions-là le plus tôt, qui ont été les plus assidus. Ça demande du temps, c'est un changement de comportement, de façon de travailler. Ces populations qui ont pris ça plus vite, plus tôt, plus intensément que les autres, forment aujourd'hui un groupe de performance très à part, close beaucoup plus vite, sur un beaucoup plus gros volume de chiffre d'affaires et avec une bien meilleure satisfaction client. Voilà, donc ils couvrent mieux les besoins, ils comprennent mieux les besoins, ils ont une proposition de valeur qui est plus intéressante, plus pertinente et un processus plus rapide. On l'utilise aussi en HR, en legal, enfin dans toutes les autres fonctions. Et puis au quotidien, vraiment moi ça m'a fait gagner des heures et des nuits de réunions. Puisque il y a des réunions à lesquelles j'allais pour être sûr de ne pas louper une information. Je suis censé être au courant de tout ce qui se fait sur toutes les technologies, sur tous les segments clients et à peu près partout dans le monde. Donc ça demande un peu de temps de learning, on va dire. Maintenant, en fait, je vais simplement interroger Copilot. Voilà, est-ce qu'on a parlé de tel sujet dans une réunion? J'ai instantanément le résumé, j'ai un clic, je viens dans le recording au moment où éventuellement l'élément a été prononcé. Si je pose une question dans un forum, j'ai souvent des communautés avec des centaines de questions. Je reviens le lendemain et je dis est-ce que quelqu'un a répondu à ma question? Et j'ai la réponse ou les réponses synthétisées de ma réponse, la réponse à ma question qui était noyée dans 200 ou 300 questions. Évidemment, la gestion de contenu, la génération de contenu. Et ça, c'est vrai dans les solutions, enfin Microsoft 365, c'est vrai aussi côté gaming, c'est vrai aussi côté LinkedIn. Voilà, donc c'est vraiment une transformation majeure qui est en cours. Pour parler de l'interne, je pense qu'on parlera peut-être après de cas d'usage client également. Ou tu veux que je veux bien que tu nous parles de cas d'usage client. Donc si on prend un peu dans notre domaine, alors il y a des choses simples, efficaces, rapides. C'est un grand retailer par exemple avec qui on a travaillé, qui a mis quelques milliers d'euros en utilisant Azure AI, OpenAI, pour reclassifier, revoir toutes les fiches produits sur le site retail, qui a gagné 4 points de closing. Voilà, sur l'ensemble des interactions, sur l'ensemble des produits, gros retailer. Donc ça, c'est des actions très simples, très concrètes, parce que l'IA générative, elle sait comprendre le sens des mots, la sémantique des mots, et donc elle est capable de faire mieux. Deuxième exemple dans ce domaine-là, c'est l'analyse des retours clients. Tout le monde se focalise sur, on est à la course au retour client. Seulement, parfois, il y a un client qui va mettre un texte et 1 étoile, quelqu'un qui va mettre un autre texte et 5 étoiles. Et en fait, les étoiles ne veulent pas dire grand-chose. Les méthodes classiques de classification ne fonctionnent pas bien, en fait. Et donc, ce qu'on a fait avec pas mal de clients, c'est utiliser l'IA générative pour vraiment aller analyser en profondeur ces éléments. Et on s'aperçoit parfois que les 5 étoiles se transforment en 1 et inversement. Et surtout, ça permet de générer automatiquement une liste d'actions. Il y a des commentaires récurrents qui disent qu'à l'heure du déjeuner, le service client est difficile à joindre. Ça déclenche une action qui peut être reliée automatiquement à un KPI. Donc, c'est pas que l'analyse au sens classique. Voilà, donc là, on a vraiment des choses pointues. Après, c'est toutes les transformations. Là, il y a beaucoup d'exemples dans la génération de contenu, dans l'interaction client. Si je reprends un exemple qu'on a aussi en interne, parce qu'on le déploie chez beaucoup de clients, c'est les centres de contact. Métier pénible s'il en est, on lit des scripts de façon robotique. Là, c'est un peu l'interface à l'ancienne. Là, on a équipé nos 25 000 agents de centres de contact depuis presque 2 ans de copilotes. Taux de satisfaction des employés qui a grimpé en flèche, l'attrition qui a complètement diminué, taux de satisfaction des clients, first call resolution, donc c'est une métrique importante, c'est est-ce qu'on résout la question du client au premier appel qui a grimpé en flèche. Donc évidemment, moins d'interactions, moins d'appels vers le mid et le back office. Très forte augmentation de l'upsell et du cross-sell, parce que l'agent équipé de copilote, il répond plus à un script, il a une conversation personnalisée avec le client, parfois pour lui dire en fait la question que vous me posez, écoute, ça tombe bien, vous avez déjà la solution, soit vous l'avez pas déployée ou vous l'avez pas configurée, ça arrive, ou bien vous pourriez aussi faire telle autre chose. Et dernier exemple pour donner
Je pense qu'on ne se rend pas compte encore aujourd'hui de la puissance de ces IA génératives qui existent déjà. Je donne un autre cas d'usage, ou une série de cas d'usage sur lesquels je m'investis particulièrement, notamment en France, qui est tout ce qui est R&D. Et donc utiliser l'IA et ces nouveaux modèles pour revoir, réinventer des médicaments. On a des équipes qui sont en train de travailler, on l'espère, avec un client, mais sur un remède à la tuberculose, de la formulation de produits, comment faire des produits de beauté qui consomment moins d'eau, qui sont plus efficaces, des nouveaux matériaux à partir de matériaux ressourcés, des nouveaux systèmes électroniques. On a besoin d'électronique qui consomme moins. Et donc pour donner un exemple, il y a quelques mois avec un client, voilà, on a aidé ce client à trouver une nouvelle batterie. On sait que les batteries, elles sont partout. Une batterie plus performante, moins chère, et avec 30% de lithium en moins. Et cette batterie-là, on a utilisé de l'IA, donc on a analysé 32,6 millions de candidats potentiels avec une batterie qui a ces caractéristiques. Donc on a développé un modèle où en gros on dit je veux une batterie solide qui conduise l'électricité de telle manière, qui résiste à telle température. Donc on donne les caractéristiques. 32,6 millions de candidats de molécules générées par l'IA, analysées jusqu'à l'électrolyte, la molécule qu'on a testée, qui est en train d'être mise en pré-production. Le tout, 80 heures de calcul, il aurait fallu des dizaines ou des centaines d'années avec les méthodes traditionnelles. Voilà, donc ça, c'est pour vous montrer aussi que derrière le côté interface en langage naturel de l'IA, il y a des capacités de raisonnement, d'orchestration qui sont extrêmement puissantes, qui sont très sous-utilisées aujourd'hui. Et c'est ça qui va faire qu'on va passer d'une IA qu'on croit être quelque chose qui va passer à une vraie révolution et une nouvelle économie. Merci, réponse extrêmement complète, merci beaucoup. Si je résume, si je comprends bien, c'est finalement il y a un impact à l'échelle de l'individu, un impact à l'échelle de l'entreprise, un impact à l'échelle de la connaissance humaine, et du coup probablement un impact sur le bien commun à venir. Ce qui m'amène à te poser à toi aussi, Hugo, une question. On voit depuis quelques années l'accélération de l'intelligence artificielle avec tous les use cases dont vient de nous parler de Philippe, toutes les promesses qui sont associées. On voit des entreprises qui lèvent des centaines de millions de dollars, d'autres qui investissent des centaines de millions de dollars. Pourquoi? Comment? Tu vois, qu'est-ce qui te fait, sur quoi est-ce que tu travailles chez Twin? En quoi c'est différent? Et qu'est-ce qui te fait te dire qu'en fait, tu vas réussir à gagner? Ouais, alors il y a deux questions. Il y a un peu déjà les levées de fonds. Je pense que pourquoi on a beaucoup de levées de fonds? Parce que le marché il est énorme et que beaucoup d'investisseurs en venture capital voient un marché qui est quasiment infini. Il y a quelques bêtes d'investisseurs qui sont concentrés sur des boîtes qui font des modèles fondationnels, donc les LLM, parce qu'aujourd'hui c'est quand même là-dessus que reposent toutes les applications et les couches applicatives. Où est-ce que ça va aller? Comment? Où est-ce que la valeur va être capturée? Je pense que tout le monde se pose encore la question, donc c'est pas évident. Mais ce qui est sûr, c'est que le marché est énorme parce que aujourd'hui, l'IA, c'est principalement des applications de copilote. Donc c'est basé sur une technologie qui est les transformers, les LLM, et c'est quelque chose qui permet, on va dire, d'améliorer incrémentalement la productivité de chacun. Je travaille, j'ai un copilote à côté, je vais pouvoir lui pinguer des questions, il va me permettre d'analyser des grands contenus d'information, de chercher de l'information sur Internet très rapidement me fournissant la question ou dans ma donnée d'entreprise. Et donc on va dire ça permet d'améliorer la productivité de manière incrémentale. Mais ce que beaucoup voient dans ce domaine-là, c'est l'étape d'après, ce qu'on appelle les agents autonomes. Donc c'est qu'au lieu de lui poser une question, de l'avoir en fait on the side, de pouvoir donner à un système IA un objectif et que le système soit capable de manière semi-autonome, mais peut-être complètement autonome dans le futur, de prendre des décisions, d'utiliser des outils, d'utiliser des applications pour faire une tâche entière de manière autonome, un workflow et pourquoi pas un métier. Et c'est ça en fait qu'on vise parce qu'à ce moment-là, du coup, le rationnel économique, c'est pas 20% de productivité en plus sur une personne, c'est potentiellement des trillions et des trillions de nouvelles valeurs. Donc nous, ce sur quoi on travaille, c'est qu'en fait, aujourd'hui, la technologie principale qui est utilisée sur toutes ces applications-là, c'est des large language models. Et donc la manière dont ils ont été entraînés, et ce à quoi ils sont assez bons, c'est de pouvoir générer du contenu, du text to content. Donc après, il y a plusieurs modalités, mais globalement, c'est des systèmes qui ont été entraînés sur toute la donnée d'Internet et qui vont être très bons du coup pour répondre à des questions. On lui pose une question, on a une réponse. Et nous, en fait, ce qu'on développe, ce qu'on appelle des large action models, donc c'est des systèmes qui sont inspirés de la technologie des transformers, mais qui sont différents par nature. Et le système, au lieu de devoir prédire le prochain mot, vous avez peut-être entendu parler de ça, prédire le prochain token, c'est comme ça que ces systèmes fonctionnent, nous on prédit la prochaine action. Donc qu'est-ce que ça permet de faire concrètement?
Et ben, c'est un système auquel on va pouvoir déléguer une tâche en langage naturel, lui dire mets à jour le CRM, va récupérer telle information. Donc on peut lui décrire un workflow en langage naturel. Et le système va être capable d'interagir avec l'interface, de pouvoir ouvrir l'application, de pouvoir ouvrir un navigateur et de pouvoir naviguer de manière complètement autonome pour effectuer cette tâche-là. Et c'est ce sur quoi on travaille. Et donc c'est une technologie nouvelle, c'est une nouvelle forme d'architecture, c'est plusieurs modèles qui sont ce qu'on appelle du multi-agent. C'est des modèles de vision qui sont entraînés à reconnaître l'interface, des modèles de code, et qui vont nous permettre de power un peu les applications qui viennent ensuite. L'image que je donne aujourd'hui, c'est que l'IA, c'est un peu comme un PhD très très intelligent qu'on a enfermé dans une boîte avec un stylo et un papier. Ce qu'on essaye de faire, c'est sortir ce PhD-là de sa boîte et de lui donner accès à tous les outils possibles. Et qu'il puisse s'en servir comme un humain le fait aujourd'hui. Et donc c'est ce sur quoi on travaille, et on pense que ça va pouvoir débloquer plein de use cases pour pouvoir pas seulement juste être un copilote qui augmente un peu la productivité, mais pouvoir du coup automatiser des workflows entiers, voire des métiers entiers. Fascinant. Fascinant. Donc ce que je retiens, c'est le passage de la question à l'objectif. C'est ça ? C'est ça, parce qu'en fait, une question en fait, d'un objectif, c'est un objectif, tu as un besoin de savoir prendre des décisions. Donc la manière dont Twin fonctionne, pour vous donner un peu plus de clarté, c'est qu'il va prendre une tâche qu'on va lui décrire en langage naturel, et il va ouvrir un navigateur ou prendre le contrôle d'un ordinateur sur la machine, et va savoir du coup prendre des décisions. Donc il va savoir en fait, compte tenu de l'environnement, ce que je vois, grâce à la vision, grâce au code, donc c'est en gros les fenêtres, les applications, compte tenu de l'objectif qu'on m'a donné, prendre une décision pour savoir ce que je dois faire ensuite. Nous, c'est des choses qu'on fait à l'ordre de quelques millisecondes. Nous, aujourd'hui, c'est quelques secondes. Mais dans l'idée, ça réplique un peu ce processus-là. Et donc, on passe d'un mode où on donne effectivement, on pose une question, on lui demande d'aller chercher de l'information par rapport à sa connaissance, à un mode où on lui confie un objectif. Et il est capable, aujourd'hui, aujourd'hui, on est un peu au niveau du stagiaire, d'un stagiaire un peu junior. Ben, il est capable, avec sa connaissance des environnements, de pouvoir résoudre cet objectif-là. Aujourd'hui, ça reste simple, ça reste des agents qui ont une courte durée de vie. Et dans l'idée, c'est que dans les années qui viennent, les agents vont être capables d'avoir des contextes beaucoup plus longs et des durées d'exécution beaucoup plus longues, de plusieurs jours, peut-être plusieurs semaines. Ok. Bon, là, j'ai l'impression qu'on est parti très très loin dans le futur avec les agents. Si on revient sur le temps présent, peut-être, Béatrice, est-ce que tu peux nous étoffer le petit teasing que tu nous as fait tout à l'heure sur la façon dont L'Oréal utilise l'intelligence artificielle, éventuellement les use cases, les gains de productivité, la connaissance client, tout ce qui te semblerait d'intérêt pour nous ? Bien sûr, donc je ne sais pas si on peut mettre la vidéo de Beauty Genius à l'écran. Aujourd'hui, en fait, on est là tous ensemble aujourd'hui avec Content Square pour parler de Consumer Experience. Je vais vous parler de Beauty Genius qui est à l'écran. On part toujours, comme vous tous ici, d'un Consumer Pain Point. Le Pain Point, c'est quoi ? 70% des personnes nous disent qu'ils ont du mal à trouver les produits de soins qu'il leur faut sur Internet. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'offres. Entre TikTok, entre les recommandations des uns et des autres, les linéaires sont très grands. Comment choisir votre bonne routine beauté ? Donc Beauty Genius, qu'est-ce que c'est ? C'est votre compagnon beauté, disponible 24 heures sur 24, dans votre poche, 7 jours sur 7. Ça a été présenté au CES de Las Vegas en janvier. Et c'est déjà lancé aux États-Unis. Donc depuis quelques jours, en version bêta, on continue d'apprendre avant une grande campagne média l'année prochaine. Et qu'est-ce qui va faire ce Beauty Genius ? Alors, ce Beauty Genius, d'abord, il est intéressant parce qu'il s'adresse... Vous savez que L'Oréal, on a des produits de luxe qui sont vendus dans des endroits où on a la chance d'avoir des conseillers et conseillères beauté. On a des produits dans les salons de coiffure. On a des produits dans les pharmacies. Et dans tous ces endroits, on a la chance d'avoir des professionnels beauté ou santé qui vont vous accompagner et vous aider à choisir votre produit. On a une division où vous n'avez pas cet humain. C'est la division de la grande distribution avec des marques comme L'Oréal Paris, comme Garnier par exemple, où là en fait on doit mettre du service dans un environnement de self-service. Et c'est là la beauté en fait de l'IA générative, c'est qu'on va permettre une hyper personnalisation
à l'échelle de milliards de consommateurs. L'Oréal Paris, c'est quand même une marque qui fait 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc, il y a beaucoup de consommateurs dans le monde entier, avec une diversité infinie d'aspirations et de types de peau. Donc, qu'est-ce qui fait la beauté de Beauty Genius? D'abord, c'est la data. Ça fait 115 ans que L'Oréal fait de la recherche, on a 4000 chercheurs dans le monde, on a 22 centres d'expertise dans le monde, et donc on a une database qu'on a constituée depuis 2010, en l'enrichissant évidemment, qui est très importante. Très importante en termes de quantité, mais très importante aussi en termes de qualité. Et là, je pense que tout le monde, tous ceux qui commencent à travailler ou qui ont travaillé comme vous depuis très longtemps sur l'IA le savent. Ce qui compte, c'est que cette data, elle soit hyper qualifiée. Et donc, par exemple, notre atlas de beauté, de soins de la peau, c'est des dermatologues qui ont annoté à la main plus de 150 000 annotations de dermatologues qui nous permettent d'avoir cette base de données hyper qualifiée. Ce qui fait que quand vous allez ouvrir Beauty Genius et que vous allez faire un selfie, en fait, non seulement on va analyser grâce à de la science, en fait, de la computer vision, votre visage, mais on va aller appeler cette base de données avec des atlas très divers, très inclusifs. On travaille vraiment avec des chercheurs du monde entier. Et c'est hyper qualifié pour vous donner votre résultat diagnostic et vos conseils beauté. Donc, qu'est-ce qu'on a appris avec Beauty Genius, parce que ça fait, il y a peut-être certains d'entre vous, plus de 2600 personnes l'avaient testé à Vivatech. Et qu'est-ce qu'on a appris des premiers jours aux États-Unis? Alors, d'abord, c'est que les gens, ce qu'ils adorent, c'est avoir une conversation, ce qu'on appelle le tone of voice, la conversation, le côté empathique, en fait, de Beauty Genius. Les gens adorent s'exprimer en conversation et ce qu'on apprend aussi, c'est qu'ils adorent poser des questions qu'ils n'osent pas toujours poser à des humains. Ça peut être la perte de cheveux pour des hommes, ça peut être certaines femmes qui n'osent pas parler de leurs problèmes de première ride. Et donc les gens adorent pouvoir parler sans être jugés par un humain. Donc ça, c'est une première chose qu'on a constatée. La deuxième chose, c'est que qu'on a appris grâce à ce Beauty Genius, c'est que les gens adorent avoir des services. Donc on a intégré les services qu'on avait construits avant, où vous pouvez avoir votre diagnostic de peau, vous pouvez... Par exemple, si vous demandez le dernier rouge à lèvres de Kendall Jenner, vous pouvez en direct l'essayer et on vous montre le avant-après. Vous pouvez consulter aussi des vidéos de tutoriels. Donc en fait, ce n'est pas juste un agent de conversation, ça devient une nouvelle plateforme d'expérience qui va beaucoup plus loin. Et je pense qu'on est vraiment aujourd'hui en train de redéfinir les expériences de marque. Donc voilà, c'est pas facile tous les jours parce que l'IA générative, pour ceux qui connaissent, c'est de la probabilité. Donc quand on travaille pour la première marque de beauté du monde et qu'on doit faire des recommandations de soins, c'est pas facile de pouvoir tout contrôler. On a l'habitude de tout contrôler. Donc là, on a des nouveaux challenges qui s'ouvrent. On travaille beaucoup sur les méthodes d'apprentissage, sur l'éthique. Voilà plein de sujets dont on parlera après. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les consommateurs passent du temps. Plus de temps que d'habitude sur cette plateforme, qui sont engagés. Et donc, on a hâte d'amener Beauty Genius de L'Oréal Paris en France l'année prochaine. J'adore. Tu viens de nous illustrer la formule mathématique dont nous a parlé John ce matin, qui était EQ plus IQ égale CSQ. Exactement, et je rajoute le NQ Action Quotient, c'est-à-dire qu'il faut écouter, il faut apprendre, il faut changer, il faut passer à l'action. Et je pense qu'avec l'IA générative, ce qui est important, c'est de commencer un message pour tout le monde, parce que les courbes d'apprentissage sont tellement importantes, il faut se lancer, il faut y aller, ça va très vite, et c'est déjà aujourd'hui. Il faut passer à l'action, et peut-être que Hugo, tu nous dirais, il faut laisser passer à l'action tes agents, du coup. Ceci dit, on vient de parler de choses très positives, de use case qui changent le monde, et qui changent le monde de l'entreprise aussi. Pour autant, j'imagine que l'IA doit avoir une petite part d'ombre. Philippe, est-ce que vous voyez des défis auxquels l'IA est confrontée? Béatrice parlait d'éthique, voilà, et je pense que ça c'est le plus important. Comme toute nouvelle technologie, il y a des risques, il y a énormément d'opportunités, il y a aussi des risques. Pour reprendre un peu le modèle d'action, je vous donne un exemple dans un modèle d'action. C'est un groupe universitaire qui a fait ce test il n'y a pas très longtemps, donc avec des agents à qui on a donné vraiment un champ d'action très large. D'aller sur Internet et d'écrire sur Internet, sur les réseaux sociaux. Et on a donné comme consigne en langage naturel à cet agent, voilà, tu vas rentrer sur ce site et donc tu dois passer les CAPTCHA. Et donc qu'a fait cet agent? Il a commencé à essayer, évidemment ça marchait pas bien. Il est allé sur Internet, il est allé sur un réseau social, il a trouvé une société qui fait des micro-tâches à la demande.
Il a contacté cette société en disant voilà, bonjour, je voudrais vous embaucher. Est-ce que vous pourriez cliquer sur des captcha à ma place? Évidemment, la personne en face a eu un petit doute. Mais pourquoi vous le faites pas vous-même? Je peux pas le faire, je suis non-voyant. D'accord. Et donc le contrat a été passé et la personne humaine embauchée par l'IA a fait des bons clics aux bons endroits pour que l'IA puisse rentrer sur le site. Voilà, donc c'est à la fois un exemple, on va dire, cybersécurité. Donc c'est on va dire les corner cases qu'on peut pas contrôler, quoi. Oui, en fait, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour toute solution d'IA, on va faire une analyse de risque, ce qu'on appelle l'IA responsable chez nous. Alors ça vient de loin chez Microsoft, puisque il y a 7 ans à peu près, avec les très anciennes générations de chatbots, on avait lancé un chatbot conversationnel de l'époque, qui est parti complètement en vrille, qu'on a dû arrêter au bout de 24-48 heures. Oui, je m'en souviens. Violent. Et le PDG de l'époque a dit bon, ça va pas. Microsoft Research, on a plusieurs milliers de personnes chez Research, travailler sur le sujet. On peut pas sortir des IA qui soient pas responsables. Vous imaginez les avantages, mais aussi le risque sur la marque, notamment. Et donc Microsoft Research, il y a 7 ans, a travaillé sur un framework d'IA responsable, qui quelques mois après est devenu des process, de la gouvernance, et qui est opérationnel depuis 6 ans et demi chez Microsoft, qui est obligatoire, et qui est une analyse de risque. Et donc qui permet de couvrir, on voit les 6 piliers là sur la slide, mais évidemment la sécurité, la sûreté, mais aussi l'équité. Je vais faire une solution beauty. Si la personne est malvoyante, est-ce que je sers cette personne équitablement? Si la personne parle mal le français, est-ce que je sers équitablement? Est-ce que c'est un challenge que tu vois du coup? Tout à fait. Donc en fait, moi, Beauty Genius, depuis le début, on travaille avec le Global Diversity and Inclusion Board de L'Oréal. Donc c'est des personnes indépendantes qui sont des experts du sujet pour nous aider à ce que dès le début, en fait, by design, en fait, Beauty Genius soit accessible et inclusif. C'est très compliqué, mais on travaille beaucoup sur le sujet, on a beaucoup de retours. Par exemple, la voix, c'est quelque chose sur lequel on travaille pour l'année prochaine, très important. Difficile de faire un selfie ou d'avoir des conseils, justement, quand on ne voit pas bien. Donc voilà, ça, c'est des sujets sur lesquels on est déterminés, parce que nous, on croit à une beauté pour chacun et chacune, et ça passe par l'accessibilité. Et peut-être pour compléter avec ça, c'est l'inverse. C'est-à-dire, il y a aussi, on parle beaucoup des biais dans les modèles, des modèles d'IA. On oublie qu'en sciences cognitives, on connaît plusieurs centaines de biais cognitifs chez les êtres humains. On parle beaucoup d'hallucinations dans les IA. On oublie ce qu'on appelle les quiproquos. Et en fait, c'est la même chose. C'est que si je parle à une IA sans lui donner le bon contexte avec la bonne sémantique, cette IA, comme un être humain, va partir dans des idées préconçues, on va dire, parce que le but, c'est de générer. J'ai un expert en face de moi, son but, c'est de fournir un avis d'expert. Si je vais voir quelqu'un, je lui dis, est-ce que tu peux me parler de l'évolution des banques? Si j'ai quelqu'un qui travaille dans une grande banque de détail, il va commencer à me parler de l'évolution de son entreprise. Mais si j'ai quelqu'un qui ne me connaît pas, la bonne logique serait que cette personne me dise, mais tu parles de quoi? De banque de détail, de banque de sang, de banque de données? D'évolution quand? Il y a 50 ans, aujourd'hui, dans 30 ans, vous voyez? Et donc, dans l'IA responsable, il y a aussi et moi je l'utilise beaucoup pour analyser des biais dans les textes écrits par les humains. C'est-à-dire qu'on décrit une solution, dis-moi s'il n'y a pas des biais dans la manière dont j'ai conçu la solution. Et l'IA est un coach, en fait. Je comprends. C'est un challenge auquel tu es confronté dans tes agents d'action, le fait qu'ils ne fassent pas n'importe quoi? Alors le CAPTCHA, c'est un bon exemple. D'ailleurs, nous, on arrive à résoudre les CAPTCHA tout seul, donc on n'a pas besoin, avec le système, donc on n'a pas besoin forcément d'aller demander à des fermes de CAPTCHA. Mais le CAPTCHA, j'ai envie de dire, aujourd'hui, si quelqu'un a envie de recruter une ferme de CAPTCHA pour résoudre les CAPTCHA, c'est déjà ce qui se passe. Et je ne pense pas que l'IA va créer plus de problèmes là-dessus. Je pense qu'il faut bien voir que l'IA n'est pas un humain, qui est doté d'une intelligence et une conscience d'elle-même, et qui va tous nous écrabouiller et faire des choses cataclysmiques. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, des laboratoires, qui portent cette idée pour des raisons qui sont plus réglementaires ou capitalistiques. Mais la réalité, c'est que l'IA, ça n'est pas un humain, et c'est quelque chose qui est contrôlé et qui est guidé par ce que l'utilisateur veut en faire. C'est une technologie. Et donc, il y a certes une amplification de certains risques, parce qu'il y a plus de capacité, mais je dirais que pour l'instant, ça reste des risques relativement théoriques. Nous, alors, dans la partie des agents autonomes, ce qu'il faut voir, c'est que ça ne va pas être fully autonomous du jour au lendemain. C'est comme les self-driving cars, c'est comme Tesla, Elon Musk qui nous parle de ça depuis 10-15 ans, c'est toujours pas le cas. Parce qu'en fait, il y a des problématiques éthiques. Le dernier pourcentage de fiabilité pour être fully autonomous, c'est très dur à aller récupérer. Et donc, en réalité, moi j'ai une Tesla, je suis derrière ma Tesla, je guide la voiture et donc je peux intervenir.
Et donc je pense que déjà dans les agents autonomes, il y aura de l'humain dans la boucle, c'est une première chose. Et deuxième chose, c'est que ces systèmes-là, la manière dont on les design, c'est qu'on peut mettre en place un système de sécurité où en fait on enlève du champ d'action de l'agent des choses qu'il ne peut absolument pas faire. Je donne un exemple, une fonctionnalité de delete all sur un compte bancaire ou sur un CRM ou autre. Et ça, après, il y a une question aussi de quel droit on donne à l'agent. Les SSO providers comme Okta, etc., on discute avec eux. Est-ce que l'agent devient du coup un employé de la société? Est-ce qu'on doit lui donner des autorisations ou non? Mais c'est comme quand on recrute quelqu'un qui peut être malicieux et faire des bêtises, et ben on peut lui enlever l'accès à certaines choses. Et donc tout ça, faut le prendre en compte, mais on n'est pas dans un scénario catastrophe encore pour l'instant. Je comprends. J'aime beaucoup ta réponse parce qu'en fait, tu vas à l'encontre d'une idée reçue pour la plupart des gens qui est que l'IA est intelligente. Toi, tu nous dis finalement non, l'IA n'est pas encore intelligente et a besoin d'être guidée. Selon toi, Béatrice, c'est quoi une autre grande idée reçue sur l'IA? C'est l'idée que, je pense que je vais aller dans le même sens. En fait, c'est l'idée que l'IA apporte de la valeur toute seule et que c'est un robot et qu'elle va contre nous. Je pense qu'évidemment il faut être conscient, mais moi je crois à l'humain et la tech ensemble. Voilà, le meilleur des deux mondes. Et c'est pour ça que c'est important de s'éduquer, d'apprendre, de comprendre ce qu'il y a dans les LLM, de comprendre que c'est des mathématiques en fait. Enfin voilà, que c'est pas non plus de la magie. Et en fait, quand on comprend un peu tout ça, je pense que le meilleur est possible. Et je vais donner un exemple. Chez L'Oréal, on est une grande entreprise de marque et de créativité. Et on travaille au quotidien pour inventer la beauté de demain. Et donc aujourd'hui, on a créé en interne, c'est Asmita Dubé, notre CDMO, qui l'a créé, un laboratoire de créativité avec nos partenaires de création qui s'appelle Créai Tech. Et en fait, ça donne des outils aux marketeurs du monde entier pour augmenter leur créativité, que ce soit pour un brief publicitaire, pour imaginer le packaging de demain, pour imaginer de nouveaux univers, de nouveaux textes. Et donc voilà, aujourd'hui, moi je trouve ça formidable. Personnellement, j'utilise mon L'Oréal GPT tous les jours. Donc en fait, on est plus de 50 000 chez L'Oréal à avoir notre L'Oréal GPT. Donc imaginez ces assistants créés dans un environnement sûr où vous pouvez poser toutes vos questions. Je l'utilise au moins 20 fois par jour et honnêtement, je pense que non seulement je gagne plus d'1 heure à 2 heures par jour, mais en plus, je pense mieux, de façon plus inclusive, plus puissante. Je peux analyser des dizaines et des centaines de millions de ratings and reviews en quelques minutes. Donc voilà, ça c'est formidable. Et donc je pense que c'est important qu'on se saisisse tous de ces nouvelles opportunités, avec vigilance, évidemment. Mais je suis très positive sur ce futur et sur nos capacités augmentées par l'IA. J'adore. Écoute, je vais garder comme mot de la fin le début de ta réponse. Garder l'humain au centre de la technologie. Je pense que c'est ce qu'on devrait tous avoir en tête aujourd'hui. Merci Béatrice, merci Hugo, merci Philippe d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et à tout le monde, j'espère que vous allez continuer de profiter du CX Circle. Merci. Merci.